Yes, bah écoutez, salut à tous du coup pour ce premier épisode de No Limit Selling, le premier d'une longue lignée avec Alex. L'objectif c'est de faire des petits podcasts en mode chill pour parler de divers sujets par rapport à la vente, par rapport aux équipes de vente, aux closers. Donc on est là aujourd'hui pour aborder deux sujets, on verra selon la longueur avec Alex. Tu vas bien Alex? Ouais, super, et toi? Yes, nickel, la forme. Ouais, l'objectif, du coup, comme disait Tommy, ça va être réellement aujourd'hui d'aborder différents sujets au niveau des podcasts et des prochains podcasts. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bon, au passage, on va faire des vidéos spécifiques pour ça. Mais notre spécialité aujourd'hui, c'est d'accompagner des entreprises, du coup, donc dans l'infoprenariat ou autres, qui font 100 000, 150 000 euros minimum de chiffre d'affaires, du coup, par mois, à scale, du coup, jusqu'à 500 000, 600 000, 1 million et plus, pourquoi pas, grâce à leur équipe de vente. Donc l'idée là de ces sujets de podcast, c'est vraiment de vous apporter un maximum de notre expertise, parce qu'aujourd'hui on est toujours sur le terrain. On a plusieurs équipes qu'on gère aujourd'hui qui font au global plus de 20-25 millions à l'année. Cette année, on va aller chercher les 40 millions au total. Yes. Et c'est l'objectif. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous apporter une expertise, que ce soit au niveau du coup de la croissance de vos départements commerciaux, ou que ce soit sur la partie vente spécifique, que vous êtes closer ou autre, pour vous apporter un maximum de valeur. Yes, 100%. Et comme tu l'as dit, on cherche les 40 millions cette année. On va pas pouvoir le faire tout seul. Donc c'est aussi pour ça qu'on est dans la dynamique de chercher des A-players pour évoluer avec nous aussi, pour aller impacter un maximum de personnes à travers notre vision de la vente. On aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr. Aujourd'hui, on a deux sujets que j'ai pensé qui sont liés les deux. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais te poser une question et puis après on pourra en discuter. Mais Vas-y. selon toi, Alex, c'est une question que je me suis vraiment posée. Je pense avoir, enfin en tout cas moi j'ai ma réponse. Je suis curieux d'avoir la tienne, je suis pas sûr qu'on ait la même. Mais selon toi, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à vendre ou est-ce que c'est une compétence qui est innée? Hmm. Yes, bon, on m'a déjà posé cette question, je l'ai déjà entendu d'ailleurs au passage sur différents, des fois, à d'autres endroits. Je pense qu'il y a des avis qui sont partagés. Moi, mon avis, à titre personnel, c'est que je pense pas que ce soit une compétence qui est innée. Et je pense réellement, effectivement, qu'on peut apprendre à vendre, pardon. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, j'en suis moi-même la preuve. Je pense que jusqu'à mes 17 ans, je l'ai déjà partagé dans différents podcasts, mais à différents endroits, mais jusqu'à mes 17 ans, j'avais la phobie de la vente en fait. Réellement, juste déjà quand le téléphone sonnait chez moi, que c'était même pas pour vendre, hein, je me cachais sous le canapé pour pas répondre. Alors que c'était mon grand-père qui m'appelait, ou qui appelait chez moi. Je courais dans ma chambre où je me cachais sous le canapé vraiment jusqu'à mes 17 ans pour pas répondre au téléphone. Donc j'avais la phobie de ça et je pense que j'avais pas cette compétence-là. En revanche, je pense que, enfin, réellement, dans la vie, tout ce que tu veux apprendre, tu peux, même si tu n'as pas les compétences au départ, il y en a qui vont avoir des facilités et il y en a d'autres qui vont avoir du retard à ce niveau-là, on va dire. Donc, je pense, par contre, que tout ce que tu veux apprendre, tu peux aller le chercher, t'améliorer si réellement tu le veux. Par contre, oui, à contrario, je pense qu'il y en a qui vont avoir une facilité pour communiquer, une facilité aussi pour apprendre et un goût pour la vente qui est plus prononcé. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour eux d'aller chercher des résultats. Maintenant, si tout le monde veut apprendre à vendre ou pas, oui. Et je pense que c'est pas une compétence qui est innée, mais c'est une compétence du coup qui se travaille et certains du coup vont avoir beaucoup plus de facilité que d'autres Hmm. potentiellement quoi. Ouais, ouais, bah, on se rejoint au final. Vu que je connais ton histoire, je savais quand tu allais te cacher sous le canapé. Je savais que ce que tu allais dire. Mais moi, en fait, ma réponse, elle va résider dans la question. C'est-à-dire, apprendre à vendre, oui. Apprendre à être un bon vendeur, je suis persuadé que tout le monde peut l'être. Maintenant, si tu veux vraiment faire partie du 1%, selon moi, et être vraiment parmi les meilleurs vendeurs, il y a cette part d'inné ou de prédisposition, comme tu l'as dit, que ce soit pas forcément sur la vente, mais sur la compréhension de l'humain, sur la façon de s'exprimer, sa façon d'arriver à créer de l'émotion, créer de l'urgence. Pour moi, il y a quand même cette part de prédisposition-là que tu peux pas apprendre d'une certaine manière avec des formations ou avec des apprentissages et des choses. Je prends l'exemple de Jordan Belfort, par exemple, où j'ai regardé son documentaire, là, enfin un autre documentaire le week-end dernier. Il disait qu'il avait 13 ans, il vendait des glaces dans la rue, il gagnait plus que des PDG, tu vois, de certaines boîtes. Donc, encore une fois, il y a des prédispositions, en fait, que certaines personnes, ils ont, où réellement, ça mettrait des années à d'autres personnes à apprendre, parce que je pense qu'on a tous des zones de génie. Une Hmm. personne qui est pas du tout à l'aise à l'oral, voilà, qui a pas ce côté un peu, tu vois, challengeant, ou
pouvoir vraiment bien bousculer, challenger les personnes, elle aura plus de mal, à mon avis, à apprendre à vendre, tu vois, que de se focus dans sa zone de génie et du coup d'être parmi le 1% de celle-ci. Donc c'est Ouais, dans bien ce sûr, je sens-là que pour pense, de moi, il toute y a façon, cette part d'inné. Ouais. ouais, on est d'accord, tu vois, il y a toujours de toute façon des prédispositions, tu vois, de base, si je prends les athlètes de haut niveau, c'est la même Mm. chose. Par contre, on connaît tous, et c'est pour ça que je pense que le talent ne suffit pas, tu vois. Il y en a, ils naissent avec un talent, ils vont apprendre beaucoup plus vite. Maintenant, à mon sens, le talent ne suffit pas. Tu peux avoir un talent qui est incroyable. Derrière, si tu te reposes sur tes bases, donc tu peux naître naturellement, avoir une façon de communiquer, une appétence pour la vente, tu vois, qui est innée, on va dire. Par contre, si tu te reposes sur ça, tu peux rapidement te faire bouffer aussi par quelqu'un qui peut-être part de plus loin, mais qui a réellement la dalle, tu vois, d'avancer, la dalle d'aller chercher des objectifs et s'améliorer. Maintenant, je suis 100% d'accord avec toi. Si on reprend les sportifs de haut niveau, bah, il y a tout le monde qui a envie d'être sportif professionnel. Il y en a, ils vont tout faire. Ils vont s'entraîner jour et nuit pour y arriver. Et ils y arriveront jamais. Parce que ils partent trop loin au niveau de certaines prédispositions physiques ou autres pour aller chercher des résultats. Donc il y a cette part aussi innée de talent, quoi. Ça, c'est clair, c'est clair. Ouais, 100%. Je vais peut-être pas me faire des amis du coup en disant ça, c'est peut-être pas bon pour notre podcast, mais si je prends l'exemple des sportifs de haut niveau, pour moi, c'est pour ça que Cristiano, tu vois, c'est une légende pour moi. Non, mais c'est la preuve en réalité que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est la preuve que le travail, pour moi, il battra toujours le talent. Ouais. Maintenant, l'idée, c'est si tu veux vraiment performer, et je pense que les meilleurs dans ce domaine-là, tu en as parlé de Jordan Belfort, Grant Cardone, Myron Golden, peu importe, toutes les personnes-là, ben, je pense qu'ils ont écouplé un travail acharné avec aussi des prédispositions, des choses que qu'ils ont eues à la naissance, tu vois, et que d'autres personnes vont pouvoir mettre, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des dizaines d'années pour arriver à maîtriser ça. Donc, ouais, on est 100% d'accord là-dessus. Du coup, la question que je voulais te poser, tu vois, c'est par rapport à toi, même si, bon, tu te cachais sous le lit, je pourrais en faire un short de ce passage-là, mais est-ce que selon toi, quand même, tu vois, en dehors de peut-être juste la compétence de la vente et ce stress que tu pouvais avoir de répondre au téléphone, est-ce que par contre, tu t'es rendu compte que tu avais peut-être des prédispositions dans le fait de comprendre, tu vois, le comportement humain? Je sais que tu es Ouais. très bon en management aussi, donc est-ce que tu sens pour toi-même que tu as quand même certaines prédispositions qui t'aident aujourd'hui à performer sur le marché? Ouais, bah, alors c'est toujours compliqué et c'est toujours mieux de dire je préfère que tu vois avoir un feedback justement extérieur et qu'on dise ok de quoi qu'est-ce qu'on pense d'Alex et c'est quoi ses qualités et c'est quoi ses axes d'amélioration. Toujours un peu compliqué de s'auto-évaluer. Maintenant, comme tu dis, je pense que on a quand même tous des prédispositions et je pense pour les personnes qui nous regardent au passage, ça peut être une bonne chose. On en parlera après justement sur ok moi j'ai pas un talent inné, mais comment faire pour pouvoir aller performer. Mais un bon exercice qui peut être fait, c'est pour moi les meilleurs closers, juste pour revenir et je vais répondre à ta question, c'est ceux qui se connaissent le mieux. Et du coup, un bel exercice pour répondre à ta question quand même sur ça, c'est de savoir s'auto-évaluer en fait et de se regarder dans le miroir et de se dire d'être 100% honnête avec nous et de se dire ok, c'est où que je suis bon et sur ce sur quoi je veux capitaliser et c'est où j'ai des axes d'amélioration. Et réellement, moi, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, je me regarde dans la glace et d'identifier, ok, réellement, si je suis honnête, il faut assumer ça aussi. Je pense que les plus grands aussi, ils assument de se dire, ok, mais là, je suis excellent dans ça. Et c'est ok au passage, tu vois. C'est pas avoir un ego surdimensionné, c'est avoir quand même cette petite barre d'ego de se dire, ok, je suis bon pour ça, tu vois. Hmm. Et de prendre aussi le feedback extérieur où ça fait déjà une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans ta vie qu'on te dit, qu'on te fait cette remarque où tu es bon, tu vois, dans ce domaine-là. Moi, à titre personnel, je pense que j'avais pas forcément des qualités, des énormes qualités sur, par exemple, l'appétence avant de sortir de ma zone de confort, aller naturellement, tu vois, voir quelqu'un dans la rue, au passage, même si je pense que je suis quand même quelqu'un de assez extraverti, mais d'aller naturellement, tu vois, dans la rue, réfléchir à ça, je n'étais pas fan de ça. Par Ouais. contre, en termes de qualité, je pense que une chose que j'ai pointé du doigt, justement, et que je me suis dit, je vais être encore meilleur, c'est la partie plus empathique. Donc réussir à me mettre à la place des personnes où je pense que j'ai toujours encore une fois des choses à améliorer. Mais c'est une des qualités, je pense, qui est importante chez les vendeurs. Et c'est naturellement quelque chose que j'avais chez moi, où j'ai toujours tu sais, été très empathique depuis tout petit chez les Ouais. gens, de voir, même je me souviens quand je marchais dans la rue, de voir une personne dans la rue, que c'était une SDF ou autre, d'essayer de comprendre en fait comment elle en est arrivée là, de me poser des questions, même de poser des questions à la personne qui était dans la rue juste pour comprendre et pour pouvoir l'aider, même quand j'étais vraiment tout petit.
comprendre pourquoi mes parents, quand ils s'engueulaient ou quand mon frère rentrait de l'école et qu'il n'était pas comprendre en fait ce qui se jouait chez lui. Donc j'ai eu toujours cette partie un peu plus sur les profils disques, cette partie vert, du coup, qui est l'empathie, l'écoute et réussir un peu à me mettre au fond de la salle pour écouter activement ce qui se passe. Hmm. Donc naturellement, je pense que j'avais ça et que j'ai derrière justement identifié pour capitaliser, pas me reposer sur ça, mais capitaliser dessus et être encore meilleur quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, non, 100%, 100%. Et encore une fois, on parle de la vente, mais en fait, la vente, pour moi, c'est une accumulation juste de qualité. Tu n'es pas juste bon ou mauvais vendeur. Tu as à chaque fois des points forts et à chaque fois des points faibles. Ce sera le sujet de notre podcast, mais du coup, par rapport à toi, tu sais, ce côté empathique, à quel point ça peut être une force dans la vente, ouais, mais également à quel point ça peut être une limite aussi. 100%. Donc, on en reparlera dans un prochain C'est podcast. pour ça, mais je fais une Mais ouais, du petite, coup, c'est... on en reparlera, mais je fais une petite parenthèse qui est hyper intéressante, comme tu dis, c'est d'aller voir dans nos qualités. De toute façon, à chaque fois, il y a une pièce, tu vois. Et sur une partie d'une pièce, il y a quoi? Il y a une face et enfin, il y a deux faces, quoi. Donc, c'est regarder chaque partie de la pièce en allant regarder c'est quoi ses qualités, en quoi ça va m'aider cette qualité à aller chercher des résultats et en quoi aussi potentiellement ça peut me freiner pour en avoir conscience, tu vois, et grandir par rapport à ça. Donc, on pourra en parler, c'est un sujet qu'on pourra discuter, Ouais, mais. c'est un bon sujet en tout cas. Mais juste avant que tu me Du coup, reposes une question, Tommy, j'aimerais te demander, mais toi, selon toi, ça ouais. serait quoi mes qualités? Et après, j'aimerais te demander mes axes d'amélioration aussi au passage. Mais te demander toi, selon toi aussi, si tu fais ta propre auto-analyse, ce serait quoi aussi tes qualités, quoi? Ouais, ouais, 100%. Avant de te répondre, juste un truc aussi qui est ultra intéressant, ce que tu viens de dire, c'est, on parle souvent de qualité et de défaut sur le marché de manière générale, pas qu'en vente au passage. Mais en fait, pour moi, chaque qualité est un défaut et chaque défaut est une qualité. Hmm. On parle par exemple de, ouais, faut pas avoir d'ego. Alors certes, l'ego, ça peut être un énorme défaut, surtout pour les entrepreneurs. Mais à la fois, pour moi, si t'as pas d'ego aussi, tu vas pas aller chercher les résultats que tu pourrais aller chercher. 100%. Moi, par exemple, un des gros défauts que j'ai, et tu le sais, on en parlait hier, pas plus tard qu'hier, c'est que je suis très perfectionniste. C'est un énorme défaut, parce que des fois, ben, je vais mettre beaucoup de temps à faire des choses, ou je vais être orienté vers le négatif. Mais si je regarde l'autre côté de la pièce, justement, le côté positif, c'est que ça va me driver à chaque fois de me dire, ok, là, j'ai fait peut-être un bon podcast, j'ai fait un bon call, je sais pas, j'ai fait un bon coaching, mais je sais que je peux faire mieux. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Chaque qualité peut être un défaut et inversement. Du coup, pour répondre à ta question, alors bah, tes qualités, il n'y en aura pas beaucoup, hein, le podcast il va être assez court. Mais non, je dirais que ouais, t'es très empathique, ça c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai vu dès le début. Mais par contre, c'est une empathie qui peut être différente. Moi, par exemple, à l'époque, il y a quelques années avant que je me lance dans la vente, si tu m'avais dit quelqu'un d'empathique, j'avais une image en tête, tu vois, d'une personne qui était toujours là pour réconforter les gens, qui prenait énormément d'émotions, souvent orientée au passage vers les émotions négatives, plus la tristesse, la peur, etc. Toi, je trouve que tu m'as amené en tout cas une forme d'empathie qui est différente, où tu Hmm. vas comprendre la personne. Ta première chose, c'est comprendre la personne, mais par contre, en dehors de la comprendre, tu vas la challenger pour changer sa réalité. Hmm. Et pour moi, du coup, bah, ça vient un peu sur ta deuxième qualité, qui est le côté où je pense que tu veux vraiment impacter et aider les gens dans tout ce que tu fais. Donc pour moi, c'est une énorme qualité. C'est pour ça aussi qu'on collabore ensemble là-dessus. Donc ouais, je dirais ça, c'est deux principales qualités. Et troisième, c'est lié, mais c'est ta capacité de management. On gère pas mal de teams ensemble. Des fois, tu le sais, je suis un peu moins patient que toi sur certains sujets. Donc ça m'inspire beaucoup, en fait, ta capacité à toujours essayer de comprendre la carte du monde des gens. Toujours internaliser, conscientiser que les gens font de leur mieux. Par contre, comment on va pas juste les laisser à faire de leur mieux, mais comment on va pouvoir les challenger pour faire toujours plus. Hmm. Réellement, pour moi, ça, c'était plus grosse qualité, si je devais en retenir que deux ou trois, quoi. Ok, cool. Bon, l'idée, c'est pas de se saucer à travers le podcast, Tu me feras mais le virement après. ouais, c'est ça. Non, mais c'est toujours intéressant de mettre de la conscience et l'idée, de toute façon, c'est on est en discussion, donc c'est de se filmer aussi au naturel. Mais c'est toujours intéressant de mettre de la conscience sur ça et de l'entendre et de capitaliser et de voir encore une fois en quoi je peux l'améliorer, l'optimiser et en quoi aussi ça peut me freiner. Donc merci pour ça. Ton côté, du coup, Tommy, ce serait quoi, selon toi, ce qui t'a permis? Parce que juste, Tommy, au passage, voilà, on s'est rencontrés déjà il y a plusieurs années. Ça a été mon top closer. Donc, il est passé de 0 à plus de 15, 20, à 20 000 euros par mois rapidement. Tout explosé dans chaque team sur lequel il est passé. Donc, je sais que tu vois, j'ai vu énormément de closers aussi passer et tous n'ont pas eu
tu vois, et non pas les résultats que tu as déjà au passage, que tu as eu, et non pas aussi, je vais aller sur tes qualités à mon sens, c'est que je te faisais un feedback, ou tu prenais un feedback avec certains de nos mentors, et direct t'implémentes, et en fait tu es une éponge, tu vois, à absorber du coup le feedback, et derrière pouvoir l'implémenter. Mais selon toi, ça serait quoi justement là tes qualités qui t'ont permis, outre ce que j'ai dit, de passer rapidement en fait de zéro à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois? Parce que encore une fois, j'en ai vu beaucoup passer et ta croissance, tu vois, a été ultra rapide comparé à certains où ça fait encore 5 ans qu'ils se forment au closing, depuis 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas évolué quoi. Hmm. Bon, déjà, merci au passage. Je te pose Il est cette pas mal question-là, le. Tommy. Désolé, je te coupe. Je te pose cette Ouais, dis-moi. question-là, Tommy, parce que pour les gens qui nous regardent, là, je pense que c'était une Bien deuxième sûr. question qu'on avait, mais de se dire, ok, ce serait quoi justement les qualités que je dois développer et les étapes un peu pour rapidement passer de, ok, je stagne à 2000, 3000, 4000 Ouais. euros par mois, tu en es en closer, à aller chercher, tu vois, ce palier des 10, 15 000 euros par mois, quoi. Hmm. Bah, je vais répondre par rapport à moi et après on enchaînera sur le deuxième Ouais. sujet qui est celui-là du coup. Bon, déjà, il est pas mal le concept, hein, on se sauce tous les deux et puis on le poste sur les réseaux, c'est cool. Non, mais merci au passage pour ce que tu dis, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, Juste pour revenir sur le sujet numéro un, je n'ai pas forcément de réponse à ça, mais je pense qu'il y a une part en tout cas de zone de génie autour de la vente. Pas plus tard qu'il y a quelques mois à Noël, enfin, ma famille elle m'avait montré des photos que j'avais complètement oubliées, où je vends, en fait je prenais les livres qu'on avait dans le grenier, je vivais dans un petit village moi, et j'allais les vendre au rond-point, j'arrêtais les voitures, je faisais du porte-à-porte, et j'allais les vendre, j'avais pas peur au passage, j'avais pas Mm. peur du rejet, donc ça pourrait être même un autre podcast, Ouais. un autre sujet. Mais du coup, ouais, j'avais déjà un peu des prédispositions par rapport à ça. Mais juste pourquoi j'explique ça, c'est aussi la capacité qu'on a à se boycotter. Parce qu'en fait, moi-même, j'ai perdu ces capacités-là. J'ai perdu pendant un moment de ma vie, tu vois, ben, cette capacité à vendre, à être ouvert, à tenter, à avoir confiance en moi, etc. Et là, je l'ai retrouvé depuis quelques années. Mais du coup, ouais, ça c'est important aussi de dire que les qualités et les défauts, c'est à nous de les maintenir, c'est à nous de continuer à les travailler, en tout cas les Mm. qualités pour pouvoir capitaliser dessus. Ça me semblait important. Et après, pour répondre à ta question, bon, en dehors du fait que je pense que j'avais des prédispositions là-dessus, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre le fond et pas la forme de tout ce que j'apprenais. La Mm. vente, c'est pas une science qui est exacte, c'est une science qui est humaine. C'est un humain qui discute à un autre humain. Donc je pense que ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à me former, ben, beaucoup avec toi, j'ai énormément appris de toi et même de nos mentors aux États-Unis, c'est toujours comprendre le fond de pourquoi il pose cette question, pourquoi on suit ce schéma-là, pourquoi le prospect il réagit comme ça. D'essayer Mm. vraiment de comprendre l'humain en fait en dehors de comprendre juste la vente. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une façon de vendre qui est très détachée et qui est plus je vends aux gens leur nouvelle identité sans acheter leurs propres limites. Et Mm. après, derrière, si mon produit il fait du sens, comme le bon véhicule, bah, à ce moment-là, je pourrais le vendre sans aucun souci. Mais je dirais ça, et puis on manage beaucoup de closers, de setters. C'est quelque chose que je répète beaucoup dans les coachings, tu sais, où des fois c'est juste ah, Tommy ou Alex, il a dit une super frame, je la note et je la redirai dans mes appels. Et c'est une bonne chose, j'ai fait pareil moi avec mes mentors, mais réellement, c'est comprenez le fond de pourquoi on va chercher ces points, pourquoi on dit les choses, pourquoi aujourd'hui on a besoin d'impacter le prospect, parce que nous, c'est juste un appel, ça va pas changer notre vie, mais pour le coup, ça peut changer la vie du prospect. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, ce que je dirais, c'est d'avoir pu grandir dans un écosystème où j'étais une feuille blanche et j'ai directement appris des meilleurs, je n'ai pas peur de le dire avec toi, Mm. avec mes mentors aux États-Unis, où en fait, bah, j'étais dans un écosystème qui m'a permis de pouvoir grandir beaucoup plus rapidement que si j'avais dû passer par voilà, des systèmes intermédiaires et de pouvoir côtoyer des personnes qui avaient déjà les résultats que moi je voulais avoir. Et après, dernier point juste, c'est que bah, juste j'avais la dalle, quoi. Ouais, t'avais la Ouais, dalle. Désolé, je voulais interrompre sur cette partie 2 là. Et bon, je reviens sur cette partie où t'as la dalle. Et tu vois, ce sera un point, justement, ouais, on va c'est en ça. parler après là, justement, de ce serait quoi, tu vois, justement, pour pouvoir performer. Les différents points pour performer et optimiser les résultats, selon toi. Mais je voulais juste rebondir sur ce point 2 aussi, cette feuille blanche. Mais pour moi, un des axes tu vois, que j'ai vu, et je vous invite à le noter pour tout ce qu'il y aura si vous êtes closer aujourd'hui ou si vous voulez vous améliorer en vente, parce que pour moi, il y en a beaucoup, parce que j'en ai eu beaucoup en coaching et tu en as beaucoup aussi en coaching, où le problème, c'est que dans leur apprentissage, ils sont passifs. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'ils disent, OK, j'ai un coaching avec Alex, j'ai un coaching avec Tommy, j'ai un coaching avec Bernard qui va me former au closing.
bah, je viens au coaching et on verra ce qui se passe, tu vois. Et ce que j'ai pu voir en fait avec toi, et que je sais qu'il est un point qui est hyper important et que je vous invite à faire, c'est que arrêtez d'être passif dans vos coachings, dans votre montée en compétences et soyez proactif. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que à chaque coaching qu'on avait, même si moi je l'ai préparé avec toi, c'est que toi tu arrivais aussi préparé avec des questions de dire ok, donc j'ai eu cet appel, je me suis auto-analysé, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de moins bien à mon sens, j'aimerais que tu m'accompagnes, tu vois, sur ça. Donc tu arrivais en fait de Mm. manière proactive avec des sources de propositions et tu avais préparé ton coaching en amont. Et t'es pas en fait passif à se dire ok j'attends un peu sur mon canapé où je me mets sur un peu une bouée gonflable, tu vois, dans l'eau, bah, je sais que ça circule, je sais que de toute façon ça va avancer, mais j'attends un peu. Donc non, c'était je rame avec en fait, et pour aller plus vite. Donc ça pour moi c'est un point juste, je voulais rebondir qui est hyper important parce qu'il y a trop de closers aujourd'hui, trop de personnes, même des entrepreneurs, bref, qui veulent s'améliorer de la vente ou autre, dans d'autres compétences, qui sont passifs dans leur apprentissage. Donc à mon sens, il faut être proactif pour aller beaucoup plus vite, et ça, moi, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement, quoi. Ouais, ouais, 100%, ça revient aussi à avoir la dalle, tu vois, à Mm. pas se contenter juste du minimum. Moi, je me rappelle quand j'avais des coachings avec mes mentors et avec toi, je me disais, ok, bah, j'ai 1 heure. Bon, j'avais 50 minutes parce qu'Alex, il est toujours en retard, faut le savoir. Mais comment je vais pouvoir rentabiliser cette heure-là au maximum, en fait, pour que 1 heure plus tard, je sois meilleur? Et je disais pareil au passage quand j'avais des roleplays, quand j'avais des appels où c'est challengeant, c'est sorti de ma zone de confort. D'ailleurs, ça, c'est un point, je l'ai pas dit. Mais franchement, si je devais tout résumer, c'est sortir de ma zone de confort. Je suis sorti 100 fois de ma zone de confort. J'ai Mm. plus appris en 1 an qu'en 4 ans, les 4 années auparavant. Pourquoi? Parce que je suis sorti 100 fois plus de ma zone de confort. Et qu'à chaque fois, en fait, je me disais, ok, là j'ai un événement qui me challenge. Là j'ai une sortie de zone de confort. Bah là, ce podcast, c'est l'exemple. Tu vois, c'est notre premier podcast à deux. Bon, on est ensemble, donc ça va. Mais pour moi, c'est une sortie de zone de confort. Mais Mm. je me dis, je suis ok parce que je sais que 30 minutes après, je serai meilleur que ce matin, en fait. Donc Ouais, j'étais toujours orienté par rapport à ça. Et ouais. c'est ce qui m'a permis de grandir bah, beaucoup plus vite que potentiellement d'autres personnes, en dehors aussi des éléments extérieurs. J'enchaîne du coup sur le deuxième sujet. Ça fait Mm. déjà 23 minutes. Mais le deuxième sujet, c'est ça, c'est comment en fait aujourd'hui, tu vois, on passerait une personne à, on va dire, 3 sur 10 sans jugement au passage. 3 sur 10, donc c'est une personne qui est déjà formée en vente, qui a déjà pris quelques appels, qui est déjà dans un écosystème ou une autre, pour la passer à un 7, 8, 9 sur 10. Si on devait avoir un plan d'action, là, ce serait quoi un peu la structure de ce plan d'action-là? Juste, je vais commencer par un point et après je te laisserai faire le deuxième et on pourra Ouais, enchaîner. 100%. Déjà, le premier point pour moi, c'est si la personne elle est à 3 sur 10 et qu'elle veut passer à 8 sur 10, c'est est-ce qu'elle veut et est-ce qu'elle est prête à déjà incarner l'identité de la personne qui a 8 sur 10. Mm. Parce que c'est comme si une personne elle veut perdre 10 kilos, qu'elle veut perdre ses 10 kilos, mais par contre qu'elle veut pas aller plus à la salle, qu'elle veut pas être plus disciplinée sur son régime alimentaire, se lever les matins plus tôt pour faire son sport et pas craquer le soir. Donc déjà pour moi, avant même de parler potentiellement de nous, ce qu'on va pouvoir apporter, on peut apporter la meilleure voiture du monde, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux prospects. Si les gens ne veulent pas avancer, ils avanceront pas. Donc pour moi déjà la première étape, c'est de se dire ok, je suis à 3 sur 10, je veux passer à 8 sur 10. Ok, je suis prêt dès maintenant à accueillir l'identité du Alex, du Tommy 8 sur 10, qui va forcément faire des actions différentes, qui va voir les choses de manière différente, mais je les mets en place dès maintenant en fait. Ça Mm. pour moi c'est le premier point, et après je te laisse Bah, enchaîner. 100%, mais pour rebondir sur ça, c'est pour moi justement, bon, qui est dans le premier point ou le deuxième, c'est première des choses que je veux, tu vois, c'est travailler sur ce savoir-être. On en parle Mm. souvent, il y a deux choses sur lesquelles on va travailler avec nos closers, avec nos setters, avec les personnes qu'on peut accompagner. C'est dans nos équipes, c'est le savoir-être et de l'autre côté, c'est le savoir-faire. Mais si ton savoir-être aujourd'hui il est pourri, ou si ton savoir-être justement dans ton identité il est calibré, tu vois, sur une fréquence radio qui est d'un closer à 3 sur 10 ou d'un closer qui est à 3000, 4000 euros par mois, si tu changes pas en fait cette fréquence-là, tu vas rester à 3000, 4000 euros par mois. Donc première des choses à se poser, une question, c'est se dire, ok, est-ce que ce closer, si aujourd'hui tu rejoins l'équipe, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut faire pour aller chercher de nouveaux résultats? Est-ce que tu es prêt d'arrêter de faire aussi ce que tu fais là jusqu'à Surtout, ouais. aujourd'hui, certaines choses qui t'amènent, tu vois, à te bloquer et ne pas avoir les résultats. Donc pour moi, effectivement, c'est cette première des choses qui est la plus importante, c'est le savoir-être. Donc là, il va y avoir plusieurs choses, plusieurs questions à se poser. On n'aura peut-être pas le temps de partager les Mm. questions, tu vois, à se poser Juste pour à ce ça, niveau-là. ouais.
Ouais, pour rebondir, juste, c'est qu'on parle beaucoup de A-player mm, entre nous ou sur le marché. Pour ouais, moi, un A-player, la première chose que je regarde, c'est au niveau de son savoir-être, en fait, c'est qui il est. Parce que des compétences plus techniques, on va y venir après, c'est facile, entre guillemets. En tout cas, c'est simple, on va dire, de pouvoir les dupliquer, de les amener d'une personne A à une personne B. Maintenant, pour moi, la chose la plus principale, c'est, ok, est-ce que déjà cette personne-là, c'est une A-playeuse sur qui elle est, en fait? Sur qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, sur sa coachabilité, sa congruence. On pourrait en faire un podcast entier là-dessus, la congruence des closers sur le marché. Sur l'extra mile, sur sa vision, sa capacité à se remettre en question. Tout ça, en fait, pour moi, c'est ce qui va déterminer le succès d'une personne. Parce que les ouais, c'est compétences techniques, c'est juste quelque chose qui va venir se greffer, mais ça se greffe à une personne, à un individu. Donc, ouais, juste pour corroborer par rapport à ça, le savoir-être, on en parle beaucoup. Être mm. déjà un A-player en termes de savoir-être, être prêt à se challenger pour en devenir un. Premier point. 1000% Ouais, d'accord. 100%, Ce serait 100%. quoi, du coup, le second point sur toi, Le pour toi? second point, à mon sens, c'est bon, une fois qu'on a fait un gros travail sur ce savoir-être qui, au passage, se fait au début, mais se fait tout le long d'une carrière, Tout le tout le temps, long hein. de sa vie, hein. J'aime bien donner cette image, on en parlait hier, mais de celui qui a inventé le judo, voilà, qui s'est, le jour de son enterrement, du coup, s'est fait enterrer avec une ceinture blanche, du coup, autour de la taille, pour justement ancrer cette valeur importante au judo qui est je suis un éternel apprenant. Et pour moi, c'est la même chose en tant que closer, en tant qu'entrepreneur. Pour moi, c'est la première des choses et ça se travaille tout le long. Deuxième des choses, en tout cas, moi, ce que je ferais pour faire monter, alors que j'ai un gars qui a la dalle, qui a envie, qui est prêt à incarner cette nouvelle identité, ce que je fais et ce que je ferais, c'est apporter énormément de proximité et mettre énormément d'intensité les 30 premiers jours. Ça peut être 30, 15 Hmm. premiers jours, mais en tout cas au départ. Ouais, juste pour, je te coupe, désolé, juste par rapport à ça. Ouais, Je suis d'accord, c'était mon deuxième point, et c'est également qui est corroboré, c'est en tout cas d'entrer et de grandir dans un écosystème qui va pouvoir te permettre d'atteindre le 8 sur 10. bien sûr, Là, tu parles de proximité, mais c'est vraiment, voilà, une personne, elle a 3 sur 10, déjà, voilà, changer elle-même, et ensuite, c'est, ok, avec qui je vais pouvoir collaborer? bien sûr, En bien fait, sûr. c'est le qui va être déterminant, avec qui je vais pouvoir collaborer, dans quel écosystème, qui va pouvoir me permettre d'atteindre 8 sur 10. Aujourd'hui, bah, je suis persuadé qu'il n'y a clairement pas tous les écosystèmes sur le marché qui peuvent t'amener Ça. à 8 sur 10. Donc ouais, 100%. Entrer, grandir dans un écosystème qui te permet ça. Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire par plus de proximité? Ouais, bien sûr, 100%. Mais là, en plus, on est juste pour reprendre la question, qu'elle soit claire. C'était si potentiellement, bah, tu me posais la question de si moi je voulais faire monter quelqu'un en compétence. Donc, Ouais, tu 100%. te rends compte On a le que même. qui sera dans notre écossystème. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, Mais ouais, tu fais mais bien de le c'est. rappeler. Tu fais bien de le rappeler, Exactement. tu vois, c'est de se dire, ok, si je veux grandir aussi, est-ce que je rejoins le bon écosystème? Voilà, il y en a quand même plusieurs sur le marché, il n'y en a pas 15 000, ça on est d'accord, tu vois. Mm. En Donc dehors d'un voilà. écosystème, c'est également avec qui se former. Tu vois, si tu peux Ouais, pas rejoindre, si la personne par exemple elle veut grandir avec nous, qu'elle ne peut pas rejoindre nos équipes, c'est ok comment elle va pouvoir avoir de ouais, la proximité avec nous, apprendre de nous pour pouvoir derrière à terme pouvoir collaborer, quoi. ouais, 100%, 100%. Mais du coup, ouais, pour rebondir, donc proximité sur les 30 premiers jours, bon, ça dépend encore une fois selon la situation ou autre, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme une fusée en fait. Une fusée pour décoller, 99% de son énergie au départ, elle va être mise au départ pour le décollage. Et après, une fois qu'elle est dans l'espace, les 2% d'énergie qui restent, ils sont tu vois, évacués, calibrés enfin, sur le reste. Donc toute l'énergie, à mon sens, en tout cas une grosse partie de l'énergie, elle doit être au début. Et quand je dis en termes de fréquence du coup et de proximité, c'est tous les jours. Réellement, ce que je veux, c'est quoi? C'est implémenter, enfin, c'est me faire coacher, implémenter, prendre du feedback. Me faire coacher, implémenter, prendre du feedback. Tu vois. Donc avoir cette boucle de rétro-feedback, tu vois, pour encore une fois, tu sais, souvent ce qu'on dit, c'est viens de faire les choses. Maintenant, faire les choses tête dans le guidon, bah, ça n'a pas trop de sens en fait. Exactement. Donc c'est de mettre de la conscience en fait sur ce qu'on fait. Donc ce que je veux, c'est quoi? C'est qu'on ait de la proximité. Alors on met enfin, toi en tant que closer, c'est mets énormément d'intensité au départ. Et chaque jour que tu te poses la question, avant que tu t'endormes, de te dire est-ce que j'ai appris quelque chose, est-ce que j'ai grandi? Si la réponse Mm. elle est non, c'est qu'il y a un problème. Donc moi ce que je ferais, c'est chaque jour, ok, c'est quoi? C'est roleplay, si t'as pas encore des appels. J'apprends un sujet, exemple la découverte, je roleplay,
je veux un feedback et on repart. Là. Donc Ouais, pour 100%. moi, cette partie-là, au départ, elle est très importante. Pourquoi? Parce que entre un closer, tu vois, qui va avoir au démarrage deux feedbacks dans le mois, tu vois, parce qu'il rejoint une formation ou autre et il a deux feedbacks, tu vois, dans l'accompagnement sur 3 mois. Et un autre où tu as 15 feedbacks dans le mois au départ, mais tu as eu plus de feedbacks en un mois qu'un closer en une année. Et au passage, c'est comme ça qu'on crée une habitude aussi. En dehors de juste la quantité, tu vois, ça C'est va ça. être à quel point, du coup, en termes de timing, tu vas pouvoir créer une habitude parce que si tu as un coaching ou un feedback par semaine ou par mois, ça va mettre beaucoup de temps pour que tu puisses créer une habitude là-dessus. Mm. Donc, ouais, 100%. Je reviens juste sur deux points que tu as dit qui sont très intéressants. Le premier, c'est tu as dit prendre des feedbacks, mais après, derrière, les conscientiser. Mm. C'est une des erreurs, en tout cas des challenges que je vois le plus moi sur le marché. C'est pour ça qu'on met un gros focus dessus. C'est moi personnellement, tout ce que j'enseigne entre guillemets quand je manage, c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Mm. C'est en fait comment je vais pouvoir conscientiser, parce que j'ai pris plein de feedback. Il y a forcément plein de choses à améliorer. Maintenant, comment je vais pouvoir me dire, ok, c'est quoi peut-être les deux, trois points maximum que je veux améliorer et je vais mettre de la conscience dessus, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc d'où le but au passage d'avoir une personne qui va t'aider à conscientiser. Et Ouais. après mettre de la conscience dessus. Et en dehors de mettre de la conscience, c'est mettre des actions concrètes en place Ouais. derrière. Parce que juste de savoir que t'étends pas assez le gap dans la découverte, c'est bien, ok, mais c'est Ouais. pas ça qui va t'aider à tout démonter. C'est quelles actions concrètes tu vas pouvoir mettre en place dans tes prochains appels, vraiment avec un process smart, pour t'aider à venir checker ce point-là. Une fois que c'est validé, tu peux passer à d'autres points. Mais cette phase de conscientisation là et de pouvoir juger les priorités entre les feedbacks, Ce que pour j'allais moi, elle te est dire. primo. Bon, La, voilà, la- la je t'ai clé aussi, c'est anticipé. de, enfin, à mon sens, comme tu disais, c'est de prioriser et de ne pas Exactement. vouloir s'améliorer surtout. Je pense, enfin, une des premières choses quand même, c'est de comprendre comment ça marche au niveau global. Tu vois. Donc c'est un peu scanner. Tu vois, tu scannes un peu sur le process, tu vois comment ça marche. Une fois que tu as scanné, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je vais pouvoir avancer step by step en priorisant, comme tu dis. Pour moi, la clé, c'est de prioriser. Parce que tu veux mettre ton énergie à tous les niveaux, comme ils disent les Américains ou les Anglais. Quand tu veux courir après deux lièvres à la fois, ben, tu n'en attrapes aucun. Et je pense que c'est exactement pareil là, quoi. C'est de se dire, ok, c'est où je mets mon focus et je fais les choses étape par étape. J'aime bien donner cette image pour ceux qui sont sportifs, du CrossFit. Le CrossFit, ouais, c'est une discipline où il y a plein d'endroits où il faut être bon. Si on doit en prendre trois, il y a quoi? Il y a l'haltérophilie, il y a la gymnastique et il y a l'endurance. Mais si tu essayes c'est bien de scanner, tu vois, et de travailler un peu tout et de voir où est-ce que tu as de l'appétence, voir où est-ce que tu es un peu moins bon, où est-ce que tu es meilleur. Par contre, si tu travailles les trois en même temps, en fait, tu vas progresser moyennement aux trois endroits. Plutôt que mettre un focus pendant un mois sur, par exemple, l'haltérophilie. Donc, j'oublie pas le reste, mais par exemple, mon focus, mon axe d'amélioration pour ce mois-ci, c'est quoi? C'est l'haltérophilie. Et pour moi, c'est pareil du coup au niveau du closing. C'est scanner un peu déjà le global. Sur le point, désolé, je reviens sur le point numéro 2, mais outre ça, c'est comprendre le fond et pas que la forme, comme tu disais tout à l'heure. 100%. Une Ouais. fois que j'ai compris ça, avoir du coup de la fréquence, mettre de l'intensité et prioriser quoi. Ouais. Et en dehors aussi, par rapport à tout ce que vous allez pouvoir apprendre, les feedbacks, les frames, peu importe, c'est un exercice pour comprendre le fond justement et pas la forme, c'est vous notez. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Vous notez, je sais pas, le superbe frame d'Alex par exemple, qu'il a dit, ok, c'est top, je me le note. Derrière, je comprends pourquoi il a dit. En dehors de la beauté de la phrase ou de la beauté de la question, mais je comprends surtout c'est quoi la réponse qu'il attend. Parce qu'on ne pose pas une question pour poser une question, on pose une question pour attendre une réponse. Ouais. Donc je vais chercher à comprendre ok, pourquoi il a dit ça, c'est quoi la réponse qu'il attend. Répète ce Et que une tu as fois dit qu'il y a juste. ça, Répète ce que tu as dit, je pense que les gens ils ont besoin de. Quand on pose une question, euh, ce qu'on attend ouais, on derrière. pose pas une question pour poser une question, on pose une question pour attendre une réponse. Ça, c'est ultra important. Et derrière, en fait, c'est cette capacité de, ok, maintenant comment moi je vais pouvoir le reframer avec ma carte du monde, avec peut-être des exemples. On a beaucoup d'analogies, nous, sur le sport, que je sais que ça parle pas à tout le monde. Donc comment je vais pouvoir le reframer pour qu'en fait ça fasse encore plus de sens pour moi. Et c'est comme ça que vous allez créer une habitude et vous allez comprendre le fond et pas la forme. 100%. Et un autre point aussi qui, pour moi, est au même, c'est ni avant ni après la proximité, donc qui serait le troisième point, allez, on va dire, ou le deuxième, c'est d'avoir un cadre déjà, plus de techniques qui fonctionnent. Parce
Parce qu'encore une fois, tu peux t'entraîner à être le meilleur en Formule 1, à apprendre des meilleurs, mais si tu conduis une Twingo, comme Alex à Toulouse, tu vas pas aller très loin. Ok, donc c'est ultra important de pouvoir comprendre ça aussi, et c'est ce que nous on donne aux personnes, c'est donner un cadre, donner un framework. Donc c'est pas forcément un script ou quoi que ce soit, mais plus une vision, plus des bullet points, plus des objectifs. Quel point, qu'est-ce que tu vas aller chercher en fait dans un appel de vente, leur donner une direction. Et à partir de là, on va pouvoir du coup faire des feedbacks, des boucles de feedback, des boucles de conscientisation par rapport déjà à un système qui fonctionne. Parce qu'en dehors de la personne, il y a également le système qui est important pour moi. Donc c'est deux points qui sont liés et c'est pour moi primordial si tu veux passer de 3 à 8 sur 10 quoi. Hmm, c'est Est-ce que important. tu vois, d'autres choses? Moi, s'il y a un truc que je rajouterais en quatrième étape, c'est un maximum de pratique. Hmm, Réellement, la vente, je pense, ça s'apprend dans la pratique, que ce soit dans tes appels, que ce soit dans les écoutes de tes appels, que ce soit dans les roleplays, peu importe. Mais en fait, mettre un maximum de pratique et juste toutes les semaines de se dire, ok, comment je peux m'améliorer de 1, 3, 5% par rapport à la semaine dernière et de toujours être dans cet esprit-là. Je pense qu'on peut pas plafonner, enfin, j'en suis persuadé, mais on peut pas plafonner en vente. On est la preuve, on a beaucoup beaucoup de choses à apprendre, même si on est compétent dedans. Donc pouvoir continuer cette boucle en fait à l'infini, pratiquer, prendre des feedbacks et s'améliorer. ouais. Un truc peut-être juste que j'aimerais rajouter, parce qu'encore une fois c'est global et après bien évidemment on pourrait faire des vidéos sur ce sujet qui sont très larges et Bien sûr. voilà. Mais pour moi, qu'est-ce qui va aussi permettre, tu vois, et si je veux progresser, c'est juste amener à comprendre aussi de c'est quoi la vente et je veux remettre tu vois, un mot sur ça. Pour moi, la vente, tu vois, enfin, on parle souvent de B2C, de B2B. J'ai échangé justement avec une de nos closers, enfin une bonne connaissance qui était là avec nous dans un gros challenge qu'on a géré. Où elle disait, j'ai appris enfin, on m'a dit pendant longtemps que le B2B c'était différent par rapport au B2C. Du coup, je me suis calibré un peu sur du B2B en croyant que ça servait plus à rien de rentrer dans l'émotionnel. Et vu qu'elle a délaissé ça, en fait, bah, ça a eu un impact quand même sur les résultats. Et pour moi, c'est juste pour rappeler ça, mais la vente, le closing, c'est pas du B2C, c'est pas du B2B. Ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est du H2H. C'est du human to human, tu vois. Vraiment, c'est de l'humain à humain. Et l'idée, c'est de comprendre ça, en fait. Et c'est ce que je partageais hier en meeting avec l'équipe de vente, Tommy, mais je vais le repartager ça. C'est que pour moi, tu vois, ce qu'il faut réellement comprendre, à mon sens, comme disent du coup Marc Aurèle, pour ceux qui sont un peu qui suivent le stoïcisme, du coup, c'est que pour moi, dans la vente, il faut comprendre avant d'être compris. Il faut être intéressé pour être intéressant. Et il faut écouter l'autre activement grâce à la qualité aussi de notre présence. Parce que le but dans une vente, à mon sens, c'est quoi? Parce que c'est encore une fois de comprendre pourquoi on fait ça. C'est de comprendre la carte du monde de la personne que j'ai en face de moi, sans accepter leurs limites, sans les juger, mais sans, encore une fois, dans un but réellement d'avoir une intention de les aider. Et là, encore une fois que je les ai compris, une fois que j'ai compris leurs peurs, une fois que j'ai compris leurs croyances, une fois que j'ai compris leurs émotions, une fois que j'ai compris leur carte du monde finalement, là, je peux les aider et leur vendre justement, comme tu disais tout à l'heure, leur nouvelle identité. Mm. Mais c'est pas oublier Yes. ça, à mon sens, tu vois, que ça reste une discussion et de se comprendre la personne que tu as en face de toi, sans accepter leurs limites, comme on dit souvent, et en leur vendant leur nouvelle identité, quoi. Ouais, exactement. C'est ultra intéressant et tu fais bien de préciser sans accepter leurs limites pour pas que Ouais, ça sonne. Enfin, je pense que si on veut vraiment aider une personne, ça sera le sujet de notre podcast, c'est sûr. Mais ouais, il faut savoir le challenger, le rendre congruent, entre guillemets, entre mm, ce qu'il veut avoir et les actions qu'il met en place. ouais, Ça, c'est primordial aujourd'hui. Et juste pour terminer ce podcast, un point que je reviens par rapport à ce que tu as dit, qu'on n'en a pas forcément évoqué, mais c'est plus dans le savoir-être. mm, Moi, j'aime bien toujours mesurer mes propres actions et celles de mes équipes sur ce qu'on mesure, ce qu'on maîtrise et ce qu'on mm, maîtrise pas. Et en fait, plus j'évolue dans ma carrière, et je suis sûr que j'apprendrai encore énormément de choses, plus je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on maîtrise. Et mm, directement comme indirectement. En fait, on a une propre capacité aussi à pouvoir influer les choses, à pouvoir projeter des fois nos propres limites, nos propres peurs, nos propres croyances, notre propre manque de leadership sur le prospect, sur un système, sur une personne, peu importe, sur la vente de manière générale. Donc vraiment, si je pouvais donner aussi un conseil, et moi la vente ça m'a changé la vie, donc c'est pour ça que je le dis, c'est avant de vouloir aider les gens, avant de vouloir impacter les gens, commencez déjà par vous aider vous-même. Avant mm, de vouloir challenger les gens, commencez par vous challenger vous-même.
avant de remettre en question certaines choses, commencez par vous remettre en question vous-même. C'est là pour moi la beauté de la vente vraiment. Et c'est grâce à ça que derrière vous allez pouvoir avoir le levier pour aider au maximum de personnes. Moi j'en suis l'exemple, la vente ça a littéralement changé ma vie. D'abord à moi personnel, je parle même pas à l'aspect financier. Avant même d'être un bon vendeur, j'avais déjà changé. J'avais déjà changé d'identité, de savoir-être, qui m'a permis du coup après derrière, avec le savoir-faire, de pouvoir avoir des gros résultats. Donc ça me semble aussi important de rappeler la puissance de la vente sur nous-mêmes et 100%, l'impact ouais. que ça peut avoir. Je pense qu'on pourra terminer sur ça, mais je pense, comme tu dis, la première personne à closer, la première personne à vendre, c'est vous-même. Donc c'est soi-même finalement et c'est sa nouvelle identité. C'est le premier close à faire, à mon sens. Donc je pense Exactement. qu'effectivement on peut terminer sur ça. Juste, dites-nous aussi en commentaire, on compte sur vous pour liker, nous donner de la force aussi, nous faire des retours aussi et n'hésitez pas à nous dire en commentaire. L'idée, encore une fois, comme on vous l'a dit, c'est de vous apporter un maximum de valeur sur la vente parce que c'est notre expertise, c'est là où on performe. Donc que ce soit sur la vente pure et dure, si vous êtes closer, que ce soit ou coach ou peu importe et que vous voulez améliorer vos compétences en vente, ou sinon que vous ayez une entreprise qui génère déjà 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois et plus, et que vous souhaitez du coup des tips sur améliorer votre gestion au niveau de vos équipes de vente. Donc laissez-nous dire en commentaire peut-être des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Comme ça, on pourra travailler tout ça et vous partager ça sur les prochains podcasts. On a pas mal de sujets à aborder, Yes, on a dit déjà quelques idées qui sont intéressantes, là je voulais bien le sûr. revoir. Mais yes, 100%, on attend vos retours et puis on se voit très vite du coup dans un prochain épisode. Yes, à très vite.